Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le premier épisode de Omnimoms, le podcast où l'on parle sans tabou des problématiques que les femmes rencontrent au quotidien. Je suis Joanne, maman entrepreneur, et dans ce podcast, on se retrouve pour échanger, s'encourager et trouver ensemble des solutions à nos questions. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, j'ai avec moi Elsa, avec qui on va aborder un sujet très intéressant, le désir sexuel après l'accouchement. Après avoir donné naissance, moi j'ai fait face à de nombreux défis et de nombreux changements. Mon corps a changé, mes priorités ont évolué, et pourtant la sexualité, ça reste vraiment un sujet important dans le couple. Mais se réapproprier son corps quand on a pris du poids, comment surmonter tout ça ? Aujourd'hui, on est là pour en parler avec Elsa, la sexologue experte dans ce domaine-là. Donc, je vais la laisser se présenter et puis on va pouvoir parler ensemble de ce sujet. Hello Joanne, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Je suis trop contente d'être là et surtout pour parler de ce sujet hyper important, hyper tabou, dont on parle clairement pas assez. Donc voilà, merci beaucoup de me recevoir. Merci à toi d'être là en tout cas. Du coup, je m'appelle Elsa, je suis sexologue et sexothérapeute comme tu le sais. Moi, j'interviens dans un cabinet médical qui est spécialisé dans la santé de la femme, qui se situe dans le 18e, ça s'appelle Ginéa. C'est un super lieu. J'interviens là-bas, mais je reçois aussi sur tous les autres types de problématiques. Je reçois pas que les femmes, je reçois absolument tout le monde. Mais c'est vrai que forcément, le choix d'intervenir là-bas, c'était pas un choix complètement anodin, parce que moi, les problématiques que je suis le plus, ça va être plutôt les dyspareunies, le vaginisme et la baisse de désir chez la femme. Super. Et du coup, est-ce que t'avais toujours envisagé de faire ce métier-là ? Est-ce que, comme tu dis, c'était quelque chose de pour toi de inné, de te dire ok, je vais être sexologue pour aider les femmes ? Tu rencontres du coup, par rapport à la problématique d'aujourd'hui, le désir sexuel après l'accouchement, est-ce que tu rencontres des personnes est-ce que tu penses que c'est un sujet vraiment que beaucoup de femmes rencontrent et on n'en parle pas assez, ou bien c'est juste quelques femmes qui rencontrent ce genre de problématiques. Qu'est-ce que toi, en tout cas au cabinet, qu'est-ce que tu as pu voir et quelle est l'expertise aussi que tu peux apporter par rapport à ce sujet Est-ce que tu penses que c'est commun ou c'est vraiment une petite part de femmes qui vit ça, tu vois ? En fait, le sujet de la sexualité, on a vite tendance à penser qu'il s'agit de sexualité purement et simplement. Moi, ce qui me paraît toujours important de rappeler, c'est qu'en fait, forcément, vu que mon intitulé, c'est sexologue, sexothérapeute, les gens, ils viennent me voir pour un sujet qu'ils rencontrent soit dans leur vie intime, soit dans leur vie amoureuse, soit dans leur vie sexuelle. Mais en fait, quelque chose qui va se symptomatiser dans cette sphère-là, c'est très, très rare, finalement, que ça se cantonne à cette sphère-là. En général, ça vient toucher plein d'autres aspects de la vie. Je pense qu'on va s'en rendre compte tout à l'heure quand on va aller un petit peu plus dans le détail du sujet d'aujourd'hui. Mais du coup, je pense qu'il y a un grand nombre de personnes qui sont concernées. Ça peut être à différentes étapes de la vie. Il y a des gens qui rencontrent des sujets quand ils commencent leur vie sexuelle. Il y a des gens qui rencontrent des sujets en postpartum. Il y a des gens qui rencontrent des sujets quand ils prennent un petit peu d'âge. Ça peut se présenter à n'importe quel moment de la vie. Ça veut pas forcément dire que c'est grave. Ça veut dire que c'est une période qu'on traverse et qu'on a peut-être des petits trucs à aller introspecter. Non, c'est super ça. Franchement, moi, si je peux me permettre de donner mon vécu par rapport à ce sujet-là, du coup, j'ai 23 ans. J'ai accouché l'année dernière, donc mon enfant, il a 1 an et demi, mon petit Gabi. Et en fait, ce sujet du désir sexuel, j'avais vraiment envie d'en parler parce que je l'ai un peu vécu. De base, j'ai une libido vraiment explosive. Ça veut dire que jamais j'aurais pu imaginer vivre ce désir sexuel après l'accouchement. Parce que même en étant enceinte, j'avais envie de mon partenaire. J'ai jamais eu de problème par rapport à ça. Et j'ai eu un postpartum qui était un peu compliqué. Pourtant, j'avais vraiment pris les devants. J'étais allée voir une psy alors que ça allait très bien. Mais juste pour me dire, ok, j'ai envie d'anticiper parce que j'étais très alerte sur mon background de dépression. J'avais déjà fait des dépressions auparavant. Et je m'étais dit, pendant la grossesse, après la grossesse, il est hors de question que j'ai des pensées bizarres, que je suis en dépression, parce que je veux vraiment être la meilleure maman pour mon bébé. Et donc, du coup, j'avais pris rendez-vous chez une psychologue déjà pendant la grossesse. Ok, déjà pendant. Déjà pendant la grossesse pour parler. Elle me dit, mais qu'est-ce que vous faites là, Madame Lancelot, ça va très bien et tout. Et je lui disais, oui, mais je sais pas, j'ai quand même envie de parler parce que si jamais ça va pas, je sais que je peux compter sur vous et je vais pas accumuler les trucs, tu vois. Et en fait, j'ai eu un postpartum qui était un peu compliqué parce que en gros, j'ai eu une vasoconstriction cérébrale, donc le début d'un AVC. Et j'en ai eu 2. Et en fait, ça a plombé complètement mon corps. En fait, l'accouchement s'est super bien passé. Et à 3 jours de l'accouchement, on m'a retrouvée inerte sur mon lit avec le bébé qui était dans sa couveuse. Et heureusement pour lui, il avait rien, il était juste tranquillement là. Mais moi, en fait, j'étais inconsciente. Et en fait, on a découvert par la suite que je faisais de l'hypertension, que j'avais de la vasoconstriction cérébrale, c'est les nerfs du cerveau qui est
j'étais vraiment en hypertension. J'ai dû passer 3 IRM, on m'a fait 2 ponctions lombaires. Donc vraiment, j'ai passé 3 semaines en soins intensifs. J'ai cru que j'allais mourir. Et en rentrant à la maison, parce que après, quand même, on a mis du temps à trouver ce que j'avais. Aujourd'hui, ça ne savent toujours pas vraiment ce que j'avais, mais j'ai pu guérir. J'ai dû réapprendre un peu à marcher pendant 2-3 jours parce que je marchais pas en soins intensifs. C'était trop compliqué parce que déjà, il faut te rendre compte qu'il y a le bébé, il faut en prendre soin. Nous, on a une séparation physique puisque quand j'ai fait ma vasoconstriction cérébrale, on a été séparés. Et lui, il était en pouponnière parce qu'il ne voulait pas forcément laisser le papa garder l'enfant. En gros, il ne voulait pas une séparation avec la maman, donc il me l'amenait dans la pouponnière. On n'était pas tout le temps ensemble. Et physiquement, ça a créé vraiment un truc de blocage. J'arrivais pas forcément à me dire, à penser sexualité parce que fallait d'abord penser au bébé. Je voulais retrouver mon bébé que j'avais pas forcément eu après l'accouchement parce qu'on a été un peu séparés 2-3 jours. Puis après, j'ai pu le revoir. Avec mon compagnon qui m'a énormément aidé. Lui, il s'occupait du bébé super bien. Il s'occupait de la maison, etc. Mais moi, j'étais juste fatiguée. Et quand ça allait mieux, je m'étais rendu compte, le sexe, ça fait longtemps quand même. Ça fait quand même un bon bout de temps et je m'étais pas rendu compte à quel point ça avait un peu affecté aussi mon compagnon parce que même si lui il me comprenait parce que j'étais pas bien du tout, c'est vrai que la sexualité c'était une part aussi importante de notre relation puisque c'est comme ça que les couples fonctionnent et j'ai pu vraiment expérimenter ce désir-là parce que après quand ça allait mieux, j'avais pas forcément envie, j'avais l'impression que mon corps il était pas forcément le plus beau, donc même me regarder dans le miroir c'était très compliqué parce que je me disais mais est-ce qu'il va avoir envie de moi alors que j'ai perdu du poids? Franchement, j'avais pris 20 kilos pendant la grossesse, j'ai tout perdu. Puis après, par la suite, j'ai tout repris. Mais pendant cette période-là, vraiment, le postpartum des 3 premiers mois de l'enfant, j'avais perdu beaucoup de poids. Et j'avais du mal à me regarder dans le miroir et à me dire que je suis enviable, que je suis belle, etc. Et au fur et à mesure, si on est là aujourd'hui, c'est que ça va mieux. Mais quand j'ai cherché du contenu pour m'intéresser à est-ce que c'est normal de pas forcément avoir envie de faire l'amour, je ne trouvais rien. Il y avait des petits contenus de la maison des maternelles, mais c'était pas du contenu de femmes un peu jeunes de mon âge. J'ai aucun problème avec les femmes plus âgées. C'est juste que j'avais du mal du coup à me reconnaître et du coup à me dire ok, une femme de 23 ans si elle a un désir sexuel c'est normal. Parce que pour moi, comme je voyais ces femmes qui étaient un peu plus âgées, je me disais c'est normal avec la vie, etc. Elles sont plus mûres. Donc ouais, j'ai vraiment besoin un peu de savoir ton expertise par rapport à tout ça. Scientifiquement, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut expliquer le fait que la femme n'a pas envie de faire l'amour après l'accouchement ou n'a plus envie ou ne ressent plus forcément le besoin? Est-ce que tu as des questions à apporter à ces femmes aussi qui peuvent vivre ça au quotidien actuellement si elles sont en postpartum et qu'elles sont en train de galérer, tu vois? Parce qu'il y a beaucoup ce truc de culpabilisation aussi de la femme. C'est clair. Tu vois? Donc, I need you. Vraiment. Déjà, merci beaucoup d'avoir partagé ton témoignage. C'est vrai que les sorties de l'hôpital, ça peut être un peu compliqué. Moi, ce que j'aimerais dire dans un premier temps, c'est que je me suis un peu intéressée aux différentes enquêtes qui ont investigué justement ces sujets-là, le sujet du désir de la sexualité post-accouchement. Et en fait, ce qui ressort de la plupart des enquêtes, c'est qu'il y a entre 30 et 50% des couples qui sont concernés par ça. C'est-à-dire qu'il y a une baisse ou une différence dans la fréquence des rapports après la venue d'un premier enfant. Donc, déjà, je trouve que ça dédramatise un petit peu ce sujet-là dans le sens où c'est un sujet qui a énormément de personnes qui rencontrent, mais exactement comme tu le disais, ça reste un sujet qui est hyper tabou. On n'en parle pas et du coup on culpabilise et on se laisse un peu enfermer dans des sentiments négatifs type la honte et tout ça. Du coup, moi, comme je le disais tout à l'heure, j'interviens dans un cabinet qui est spécialisé dans la santé de la femme. Donc, moi, je suis entourée de gynécologues, de sages-femmes, et la question du moment où on peut retourner à la sexualité après l'arrivée d'un enfant, c'est la question qui est la plus posée au moment des consultations postnatales. Donc, nous, ce qu'on aime bien rappeler quand même dans un premier temps, c'est que le corps, il a pris 9 mois pour se modifier, et on lui demande de retourner à son état après grossesse en à peine quelques semaines après l'accouchement. Donc, il y a quand même quelque chose où il faut entendre qu'il y a un certain délai qui est nécessaire. Pour un accouchement par césarienne, on va recommander à peu près 4 semaines sans pratique pénétrative, et pour un accouchement voix basse, on va recommander à peu près 6 semaines sans pratique pénétrative. Donc, on est d'accord que ça, c'est essentiel pour la santé de la femme. C'est-à-dire que si demain, quelqu'un vient te dire oui, après l'accouchement, il faut direct faire l'amour, c'est faux. C'est faux. C'est dangereux. Et c'est dangereux. D'accord. Mais
là, encore une fois, on parle surtout des pratiques pénétratives. Après, ouais. pour le reste, il n'y a pas de règle. La seule règle qui compte, c'est faut s'écouter. Ouais. C'est-à-dire que ça peut paraître aussi logique que quelques heures après l'accouchement ou quelques jours après l'accouchement, on n'est pas forcément dans le mood de se lancer dans une activité sexuelle. Tout ça, c'est OK. Mais là, on va vraiment parler des pratiques pénétratives où là, il peut y avoir des risques d'infection et tout ça. Donc, ouais, il y a un côté un petit peu dangereux. D'accord. L'idéal, c'est de redemander avec son professionnel de santé, de rechecker si tout est OK et si on peut se relancer là-dedans comme ça. On commence tout sereinement. Ok. Ouais, super. Et est-ce que tu as des faits scientifiques ou juste toi par rapport à ce que tu as vu au bureau, enfin au cabinet, qui peuvent expliquer psychologiquement, par exemple, pourquoi après un accouchement, la femme n'a pas plus forcément envie d'avoir un rapport sexuel, tu sais, peut-être parce que elle veut se concentrer sur son lien avec le bébé, ou bien je sais pas, parce que il y a une question des hormones aussi, je crois. Est-ce que tu peux peut-être nous parler un peu de ça Ouais, évidemment. Bah, déjà, dans un premier temps, ce que à peu près tout le monde rencontre, ça va être quelques modifications, on va dire, physiologiques. C'est-à-dire que pour moi, j'aimerais bien mentionner dans un premier temps un petit muscle, je ne sais pas si ça va te rappeler quelque chose, qui s'appelle le périnée. Ah oui. Ça te parle si je dis ça. Oui. Du coup, pour les personnes qui ne savent pas, le périnée, c'est un petit muscle qui est en forme de hamac et qui vient retenir tous les organes génitaux. Donc, il va retenir la vessie, l'utérus et le rectum. Du coup, ce petit muscle, pendant la période de la grossesse, il va être un petit peu mis à mal parce que d'une part, il va supporter un poids considérablement plus important que dans les autres moments de la vie. Et ensuite, au moment de l'accouchement, il va y avoir une expulsion assez forte. Du coup, ça va venir un petit peu l'affaiblir, on va dire. Le sujet, c'est que si le périnée il est un petit peu affaibli, ça va être un peu compliqué en termes de ressenti au moment de la reprise des rapports. D'accord. Je m'explique. C'est-à-dire qu'on sent plus rien ? C'est pas forcément qu'on sent plus rien, mais c'est qu'en fait, la tonicité de ce muscle, elle va avoir un impact. Parce que du coup, je parlais d'un petit hamac, mais en fait, du coup, les différents canaux qui relient les organes génitaux vers l'extérieur du corps, et du coup, notamment le vagin, ils vont passer à travers lui. Donc, s'il va pas bien, enfin, s'il est en mauvais état, du coup, les sensations, elles vont vraiment être différentes. D'accord. Et c'est pour ça qu'en général, on encourage vivement les personnes qui ont accouché à faire de la rééducation périnéale avec soit soit une kinésithérapeute. Mais après, c'est un muscle qui intervient à tous les moments de la vie. Donc, on peut ressentir une petite faiblesse dans le périnée à n'importe quel moment de sa vie. Et c'est aussi possible de le travailler de son côté. Il y a les exercices de Kegel qui sont assez connus pour venir le travailler. Je t'invite à aller regarder sur Internet si tu as envie d'en savoir un peu plus. Et pourquoi pas aussi le travailler avec les boules de geisha. D'accord. Donc, si je comprends bien, le périnée peut changer les sensations qu'on ressent pendant l'activité sexuelle et peut du coup expliquer pourquoi des fois on sent rien ou parce que tu vois il y a peut-être ce truc de j'ai plus les mêmes sensations qu'avant. Tu vois, j'ai l'impression que tout, on sent rien, tu vois. Donc, est-ce que ça explique, ce que tu racontes par rapport au périnée, ça peut expliquer aussi ce genre de sensation après l'accouchement ? Ouais, carrément, ça peut complètement participer à l'expliquer. Mais il y a un autre phénomène aussi qui se produit juste après l'arrivée d'un enfant, c'est ce qu'on appelle la béance vaginale. Alors, c'est un terme qui fait un petit peu peur, c'est pas très joli. Mais en fait, faut partir du principe que le vagin, il a une capacité de dilatation qui est hyper importante parce que il peut à la fois retenir un tampon au moment des règles, à la fois laisser passer un môme d'enfant au moment de l'accouchement. Et du coup, quand il y a un accouchement qui vient de se produire, ou même si on a accouché par césarienne, en fait, il va rentrer dans cette forme de dilatation. Et du coup, ça, c'est pareil, c'est ce que je disais un tout petit peu plus tôt, c'est que ça peut nécessiter quelques semaines pour qu'il revienne à son état normal. En fait, il y a tout un processus de cicatrisation qui doit se mettre en place. Ensuite, par rapport à ce que tu disais, il y a aussi tout le sujet de l'épisiotomie. Pour des personnes qui ont vécu des épisiotomies ou des déchirures, forcément, vu qu'il va y avoir des petits points, les sensations, elles peuvent être un peu différentes. Tu peux expliquer, excuse-moi, l'épisiotomie pour celles qui n'ont pas encore d'enfants et qui ne savent pas ce que c'est, sans vous effrayer, ce que c'est ? L'épisiotomie, ça va être le fait qu'on va venir ouvrir
entre l'entrée du vagin et l'anus. Après, on n'ouvre pas forcément toute la zone, mais on ouvre soit une partie, soit l'intégralité, pour faciliter la sortie du bébé quand il y a un petit peu de complications. Les déchirures, c'est la même chose, mais les déchirures, on va considérer que ça se fait, on va dire, de manière naturelle, c'est-à-dire que vu qu'on tire très fort sur cette zone-là au moment de l'accouchement, ça va se déchirer un tout petit peu. Et l'épisiotomie, c'est l'acte chirurgical qui va permettre de faciliter la sortie de l'enfant. Du coup, forcément, après, on suture ces endroits-là. Ça peut faire un peu mal. Ça peut faire un peu mal. Et la cicatrisation, elle se passe de manière différente, en fait, en fonction des gens. Mais après, là où j'ai envie de rassurer tout le monde, c'est que c'est des zones qui sont extrêmement vascularisées. Qu'on ait accouché par césarienne, par voie basse, qu'on ait une épisiotomie, des déchirures ou pas, c'est des zones qui sont hyper vascularisées. Donc, en général, on cicatrise quand même relativement vite. Ce qu'on peut mettre en place de son côté pour essayer de booster un petit peu la cicatrisation, c'est de faire des automassages. Nous, on recommande pas mal l'huile d'amande douce parce que du coup, elle est hyper naturelle et elle passe pas dans le lait, ce qui est assez important à ce moment-là. Et du coup, il faut vraiment pas hésiter à masser la zone. Ça va accélérer la cicatrisation, ça va encourager le flux sanguin dans ces zones-là qui améliore la cicatrisation. Ça peut aussi avoir un effet sur l'élasticité des tissus. Enfin, c'est vraiment très intéressant pour tout un tas de raisons. Et en fait, faut quand même partir du principe que les premiers rapports post-accouchement, il y a de fortes chances que ce soit pas exactement comme avant, pour toutes les raisons qu'on vient de citer. Il y a certaines personnes, même un grand nombre de personnes, qui vont les décrire comme un petit peu douloureux ou carrément pas de sensation, un peu comme tu disais tout à l'heure. Et on va partir du principe que pendant les 2 premières semaines où on se remet dans une activité sexuelle, ça va pas être ouf. Ça va pas forcément être ouf, exactement. Mais si ça commence à durer un tout petit peu plus longtemps, donc on a attendu les 4 ou 6 semaines dont on parlait tout à l'heure, on s'y remet. Pendant 2 semaines, on se réhabitue un petit peu aux sensations. Si au bout de 2 semaines, il y a toujours des sensations de gêne, des sensations de douleur, là, on va quand même conseiller d'en parler à son professionnel de santé parce qu'on n'a pas envie de laisser traîner ça trop longtemps dans le temps. Ouais, je comprends. Et du coup, tu parlais du lait tout à l'heure. Est-ce que... je pense que oui, mais du coup, tu vas nous dire, il y a une différence, par exemple... C'est peut-être un peu bizarre ma question, mais je pense qu'il y en a peut-être qui se posent la question. Alors, moi, par exemple, j'ai pas allaité, parce que je pouvais pas, j'étais à l'hôpital. Est-ce que les sentiments, les sensations ou l'envie de reprendre la sexualité va changer par rapport à une femme, par exemple, qui a allaité et qui a développé les hormones un peu de, je sais pas comment on appelle ça, mais différentes hormones d'une femme qui n'a pas allaité? Est-ce que le fait d'allaiter ou de ne pas allaiter, ça altère la reprise de la sexualité, ou tu vois un peu des trucs comme ça? Est-ce que tu penses que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Ouais, carrément. Effectivement, je pense que tu as soulevé un gros point. Ça va surprendre personne si on se dit que la grossesse et le postpartum, c'est des moments où il y a un chamboulement hormonal qui est assez important. C'est rigolo que tu parles justement du fait d'allaiter, parce que dans les derniers jours avant l'accouchement et forcément les premiers jours du postpartum, les femmes toutes les personnes qui vont être enceintes vont avoir un boost d'une hormone qui s'appelle la prolactine. Donc, je trouve que le nom, il est assez équivoque. En fait, c'est l'hormone qui permet la création du lait maternel. Sauf que le petit inconvénient de cette hormone, c'est qu'elle est responsable de sécheresse vaginale. Du coup, qui dit sécheresse vaginale dit rapport à la sexualité pénétrative peut-être un petit peu plus douloureux. En même temps, c'est l'hormone qui permet d'assurer la nourriture du bébé si on décide soit d'allaiter, soit de tirer son lait. Donc, même si on décide de pas allaiter, toi par exemple qui n'avais pas pu, en fait ton corps il va quand même sécréter plus de prolactine que d'habitude, quand où t'es pas enceinte, où t'es pas dans un process de bébé et tout ça. Donc c'est possible que tu rencontres ce type de problématique. Là-dessus, nous on encourage toujours à compenser un petit peu en utilisant du lubrifiant, peut-être plutôt un lubrifiant à base d'eau, le plus naturel possible. Maintenant, il y en a plein de bio dans le commerce, ça se trouve même en pharmacie, au supermarché, où vous voulez. Mais peut-être la chose à prendre en compte, c'est de bien penser à nettoyer son corps après l'utilisation du lubrifiant. Je pense surtout aux mains et à la poitrine parce qu'on n'a pas envie que le nourrisson il en ingurgite. Ouais, totalement. Bon, ce serait dommage qu'il en ingurgite. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est super intéressant et ça me fait quand même penser à un petit truc que moi j'ai vécu et dont je voulais parler avec toi. C'était la place du partenaire, à quel point la place du partenaire peut
jouer un rôle sur l'envie ou pas de reprendre une activité sexuelle. On se disait tout à l'heure que, en tout cas chez nous, les femmes, je pense que le sexe, c'est pas... c'est beaucoup lié aux émotions. Et que du coup, moi j'ai toujours dit à mon partenaire, si quand je rentre à la maison, parce que j'ai repris le travail, bébé il est changé, je vois que la maison elle est bien entretenue, qu'elle est propre, que j'ai pas une charge mentale consécutive à avoir parce que peut-être que les choses n'ont pas été faites, directement ça me donne envie, ça me met dans la position de ma charge mentale elle a été abaissée et j'ai plus le temps de réfléchir à peut-être que j'ai envie d'avoir un rapport sexuel. Est-ce que tu as expérimenté ça au bureau, au cabinet, des femmes t'ont parlé de ça, parce que moi je l'ai vraiment vécu, et du coup le fait de parler avec le partenaire et de lui dire c'est pas si tu m'aides je te donne du sexe, c'est plus le fait de se dire que psychologiquement tu m'as mis dans une sphère de confiance, dans une sphère aussi de vide un peu mental, qui m'a permis de me dire j'ai envie parce que j'ai pas 4 milliards de trucs à faire. Tu vois, est-ce que t'as rencontré ça au cabinet? Est-ce que tu peux nous en parler de ça? Oui, carrément. Ce que tu soulèves, c'est vraiment une des raisons principales pour lesquelles les personnes elles viennent en consultation. Je vais essayer de répondre un petit peu dans l'ordre des choses que tu m'as dit. Oui. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la préoccupation maternelle primaire? Non. Non, ça te dit rien? Non. C'est un concept qui a été développé par un pédiatre anglais du XXe siècle qui s'appelait Monsieur Winnicott. En fait, en gros, le concept, c'est que quand tu viens de donner naissance à un enfant, tu vas développer une espèce d'instinct un peu primitif où tout va être principalement centré autour de cet enfant. Plutôt dans le sens où, en fait, il est dépendant de toi. Pour sa survie. Donc, il y a un lien très particulier qui peut être très fusionnel qui se crée et tu rentres dans une espèce de transe avec ton bébé parce que tu dois assurer sa survie. Donc, ça sonne un peu préhistorique ce que je suis en train de raconter. Non, mais je vois très bien de quoi tu parles. Tu vois de quoi je parle. Et en fait, c'est là où le partenaire, dans un premier temps, il peut jouer un rôle qui est hyper important parce que le partenaire, il va pouvoir prendre une place là-dedans pour que l'instinct de préoccupation autour du bébé et le fait d'assurer sa survie, il soit équitablement réparti. Pour que la personne qui a mis au monde l'enfant, vu qu'ils ont eu un lien déjà très fort pendant les 9 mois de la grossesse, elle puisse se décentrer un petit peu de ça et consacrer justement l'espace disponible dans son cerveau à d'autres choses que juste purement et simplement s'occuper du bébé. Donc, je sais que ça sonne un petit peu extrême quand je dis ça comme ça. Je trouve qu'une manière peut-être un peu plus moderne d'aborder ce sujet-là, c'est de parler de la charge mentale. En fait, pour tout un tas de raisons, et je pense que tu en as parlé juste avant, y a plein de choses qui paraissent revenir plus naturellement à la personne qui a porté le bébé. C'est-à-dire que, par exemple, si on allait ou si on tire son lait, forcément, on va être naturellement un petit peu plus responsable de la nourriture de l'enfant. Le congé maternité, il est un petit peu plus long que le congé parental, donc ça paraît... En fait, naturellement, il y a des choses qui s'installent et qui se mettent en place où, du coup, c'est cette personne-là qui va prendre plus de responsabilités. On en parlait tout à l'heure un petit peu backstage. Tu me disais que toi, ça avait peut-être été un petit peu le cas. Ouais, totalement. Et que il y a certains partenaires qui vont peut-être avoir tendance à te dire de quoi est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, parce que toi tu as cette espèce d'instinct c'est ça. presque primitif qui te met les warnings. Que tu dois faire des choses, c'est ce que je disais pour ceux qui n'étaient pas là du coup dans nos backstage. Ce que je disais, c'était brièvement en gros, moi je suis quelqu'un, dès que j'ai accouché, je savais ce qu'il fallait faire, j'avais comme ce truc de les couches, le liminant, etc. Et mon partenaire, il me voyait beaucoup avec de l'admiration parce que lui disait mais ça fait 1 heure que t'es maman, tu sais déjà tout faire, moi j'ai encore du mal, etc. Et du coup en fait lui ça lui crée plutôt un truc de est-ce qu'elle a vraiment besoin de moi parce que je vois qu'elle fait même mieux que moi et peut-être que ce serait mieux pour l'enfant si c'est elle qui le faisait. Et souvent je lui disais mais non, j'ai besoin de toi et je devrais pas te dire que j'ai besoin de toi. Et lui me disait mais en fait le fait que tu me demandes, pour moi, c'est plus lié à mon langage de l'amour qui est de l'appréciation, self-appreciation, et qui est de je t'encourage et je valide ce que tu fais et j'ai besoin de toi, plutôt que de ne pas lui demander parce que je sais tout faire toute seule, quoi. Et encore aujourd'hui, c'est des fois un peu compliqué parce que dans ma tête, c'est vraiment les choses doivent être faites, c'est normal. Et lui, par rapport à son langage de l'amour, donc c'est vraiment l'effort que j'essaye de faire en ce moment. Je suis totalement sincère avec toi, c'est de me dire plutôt parler son langage de l'amour qui est les paroles encourageantes, les paroles douces et valorisantes, parce que ça lui fait du bien et du coup, il se sent assez utile
pour lui-même, du coup, se dire, OK, je sais que ma femme, elle m'a dit ça. Maintenant, je vais mettre des choses en place pour le faire et je sais qu'elle a besoin de moi. Donc, ouais, c'est totalement ce que je te disais tout à l'heure, quoi. Mais trop bien que vous ayez réussi à comprendre ce fonctionnement de l'un et de l'autre. On en parlait tout à l'heure, Les langages de l'amour de Gary Chapman. On va lire fort. Livre que tout le monde devrait lire pour mieux comprendre son partenaire. Et du coup, en fait, tout ce que tu viens d'évoquer, ça me fait penser à un concept qui a été théorisé par Freud. Alors, je pense que tout le monde a déjà entendu parler de Freud au moins une fois. Moi, Dieu sait que je suis pas sa fan number one. Mais psychanalyse oblige, je me suis un petit peu intéressée à ce qu'il avait écrit et il y avait un concept qui m'avait vachement marqué. C'est que lui, il disait que le vide était nécessaire pour le développement de la libido et du désir. Je vais pas rentrer dans un grand cours magistral sur c'est quoi la libido, parce que clairement, ça va ennuyer tout le monde. Mais en gros, pour vous la faire courte, c'est la libido, ça s'étend un petit peu plus loin que la définition classique qu'on entend qui se rapporte vraiment à la sexualité. La libido, ça va être plutôt de l'ordre de l'envie de manière générale, l'envie de faire. Donc ça peut être l'envie de peindre, l'envie d'aller bosser, l'envie de faire attention à l'autre, l'envie de la sexualité du coup aussi. Et en fait, moi j'aime bien concevoir le cerveau comme une espèce de grande boîte. Du coup, déjà, avant l'arrivée d'un enfant, la boîte, elle est maxi remplie. Tu vas avoir ta carrière, que ton appart soit clean, sortir avec tes amis, prendre soin de ta famille. La boîte, t'as déjà l'impression qu'elle est hyper remplie. Déjà, tu sais pas comment tu vas trouver l'espace nécessaire pour pouvoir rajouter un petit bébé là-dedans. Au moment de l'accouchement, finalement, t'as réussi à bien appuyer, à rajouter plein de place. Et du coup, il y a tout un tas de choses qui viennent se rajouter dans cette boîte. Donc, nourrir ton bébé, faire en sorte qu'il aille bien, qu'il se sente épanoui, qu'il reçoive assez d'amour et tout ça. Ta boîte, elle est sur le point de déborder. Et toi, on te demande de rajouter encore des choses dedans, alors que déjà, tu le vois, les trucs qui dégoulinent sur les bords. Et du coup, j'ai pas envie de parler de normalité ou de norme, mais en fait, ça a quand même beaucoup de sens que du coup, tout ce qui est pas primordial, tout ce qui va pas aller avec la survie. De tout le monde, forcément, c'est relégué au second plan, en fait. Si on voit ça un petit peu comme une forme de to-do list, du coup, toutes tes priorités, elles vont monter. Et la sexualité, très vite, en fait, on se rend compte qu'elle n'est pas essentielle ou pas autant essentielle que le reste. Et du coup, elle va descendre, voire presque, on la voit plus. C'est pas une obligation. Ça va se passer de manière différente chez chaque couple, dans chaque famille et tout ça. Mais c'est un phénomène qui revient de manière assez récurrente. Et encore une fois, je trouve que c'est un truc qu'on culpabilise beaucoup, surtout que dans la société, il y a tout un truc pour dire s'il n'y a pas une sexualité épanouissante ou hyper fréquente, du coup, ton couple, il est en danger, faut que tu t'inquiètes, faut que tu t'y remettes, faut que tu machin. On n'en parle pas. Du coup, tout le monde se dit, c'est moi qui suis bizarre, c'est moi qui mets mon couple en péril. On se sent gêné, on se sent honteux, et du coup, on n'en parle pas, on se mure un peu dans le silence, et donc on est un peu tout seul avec son gros problème, alors qu'encore une fois, on le disait un peu au début du podcast, il y a entre 30% et 50% des couples qui sont concernés par ça. Donc, Et comment, quel conseil on pourrait donner aux hommes pour peut-être mieux comprendre les problématiques des femmes, moins le prendre personnellement, parce que je sais qu'il y a ce truc de il y en a qui pensent que c'est de leur faute, du coup si leurs femmes elles veulent plus, que peut-être ils sont plus désirables, etc., alors que peut-être il y a une part de vérité peut-être dans ça, mais il y a aussi le fait que peut-être juste la femme elle-même ne veut pas. Moi, par exemple, dans mon cas, comme je disais avant, je le trouvais magnifique. Justement, j'avais trop le seum qu'il soit toujours aussi beau et que moi, j'étais plus trop comme avant. Quel conseil on pourrait leur donner ? Pour aider leurs femmes, pour décharger la to-do list de la vie de famille, pour vraiment aider justement vraiment qu'ils aident un peu leurs femmes. Quel conseil tu pourrais donner à un homme, par exemple, qui serait assis dans ton cabinet et dirait ma femme, elle veut plus de moi, j'en peux plus, aide-moi. Déjà, comme on le disait tout à l'heure, lisez Gary Chapman pour mieux vous comprendre. Gary Chapman, les 5 langages de l'amour, s'il vous plaît. Mais je pense que c'est un point essentiel pour essayer en fait de rentrer dans le fonctionnement de la personne qui partage votre vie. En fait, on a tous des fonctionnements différents. Donc, si je me fie à mon fonctionnement et que j'essaye de traiter mon partenaire comme s'il avait mon fonctionnement, il y a de fortes chances qu'on se comprenne pas, que du coup, ça crée un espèce de décalage, que ce soit un décalage en termes de sexualité ou que ce soit un décalage de manière
plus global dans notre compréhension l'un de l'autre. Et du coup, c'est plus difficile aussi de rentrer en empathie mutuellement. Donc, merci de l'avoir reprécisé, ce livre, franchement, trop bien. Ensuite, il n'y a pas grand-chose il n'y a pas de secret miraculeux. C'est-à-dire que, mine de rien, ça va forcément passer par rééquilibrer un petit peu la charge mentale dans le couple. Là, moi, je repense à l'exemple d'une patiente que j'ai eue en séance. Où, en fait, on s'était rendu compte Donc, il y avait un écart de désir dans le couple. Son conjoint, il avait plus envie qu'elle. Et du coup, leur couple, il commençait un petit peu à en souffrir parce qu'elle avait des enfants. Je crois qu'elle avait 4 enfants entre 2 et 10 ans. Donc, ça faisait un moment que cette situation, elle traînait un petit peu. Et du coup, quand on est allé creuser un petit peu plus en profondeur, on s'est rendu compte que son mec, il était top. Il aidait beaucoup à la maison. Il allait chercher les enfants à l'école. Si elle avait envie de sortir un soir, il prenait le relais. Donc, il n'y avait pas du tout de sujet là-dessus. Mais dès qu'il s'agissait d'anticiper les choses qu'il y avait à faire, donc prendre rendez-vous chez le dentiste, réfléchir à la prochaine sortie scolaire, qu'est-ce qu'il faut prévoir, penser à tous les menus de la semaine, il y avait que elle. En fait, c'était assez similaire à toi. C'est-à-dire que lui, il avait besoin qu'on lui dise « J'ai besoin que tu mettes sur ce sujet-là, j'ai besoin que tu fasses ça. » Mais en fait, si je reprends l'exemple de ma petite boîte de tout à l'heure, du coup, même si l'autre personne, elle fait, toi, ta boîte dans ton cerveau, elle est quand même remplie. Tu n'as pas du tout d'espace disponible. Tu n'as pas de vide. Or, ce vide, il est essentiel. C'est ça. Et là-dessus, l'autre conseil que moi, j'aime bien donner, c'est qu'en fait, tu vas avoir plein de couples qui, pour recréer leur intimité, recréer une complicité dans le couple, ils vont se dire « Bon, allez, ce soir, on met les enfants chez nos parents ou chez la nounou. » Et nous, on sort, on se fait une sortie tous les deux en amoureux, on va au resto, on prend du temps pour nous. Et franchement, déjà, si on a l'opportunité de faire ça, c'est top. Mais je pense que tu as commencé à me cerner. Moi, je suis une fervente défendrice du vide. Et du coup, moi, j'aurais tendance à conseiller peut-être plutôt des moments de vide à la maison dans un premier temps. En fait, juste des moments où t'es pas en train de courir, t'es pas en train de réfléchir à 1000 trucs, tu n'as absolument rien à faire. Et du coup, peut-être que tu peux pas retirer des choses de ta boîte, mais au moins tu peux laisser tout ça s'aplatir et s'apaiser un petit peu. Pas rajouter des choses, regarder un film. Vraiment, chill à la maison, quoi. Chill à la maison, ne pas avoir 50 000 trucs à penser. Parce que oui, quand tu dis il faut aller au resto, mais le resto, il faut le commander, il faut y aller, comment on va y aller, on va prendre le métro, on va machin, qu'est-ce qu'on va manger, et puis quand on va manger, après on va retourner, puis après on est fatigué, et puis après il y a peut-être place pour la sexualité. Exactement. Et du coup, peut-être une manière de créer ces temps de vide, ça peut être: est-ce qu'il y a un des deux parents qui peut emmener les enfants faire quelque chose à l'extérieur, comme ça l'autre il a un petit peu de temps. Après c'est possible de faire des rotations, d'alterner, parce que c'est important pour les deux parents, je pense. Forcément il y a l'option de la nounou, mais est-ce que la nounou, au lieu de venir les garder à la maison, est-ce qu'elle peut les amener faire une activité en extérieur pour que les parents ils aient un moment seuls à eux, soit chacun de leur côté, soit ensemble, mais pour ce moment de vide. Après, on n'a pas tous ni les moyens ni l'envie de payer une nounou, mais du coup, peut-être que quand l'enfant il grandit un tout petit peu, qu'il est à la crèche ou à l'école, est-ce que c'est possible de créer éventuellement des groupes avec les autres parents pour essayer de faire des relais, et qu'un week-end, il y a un groupe de parents qui va garder certains enfants et un autre week-end, c'est les autres. Et comme ça permet quand même d'avoir un petit peu un roulement sur ce temps de vide qui est, pour moi, absolument nécessaire pour ressentir à nouveau de la libido et du désir. Franchement, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, parce que je vais rebondir sur ce que moi j'ai vécu. Carrément. En fait, mes beaux-parents ont été essentiels dans ma relation avec mon mari après l'accouchement, parce qu'en fait, ils étaient tellement présents et conscients que leur présence, on dit avoir un enfant, c'est être entouré d'un village. Mais ton village, il faut que ton village soit investi, parce que des fois, il y en a qui savent pas forcément faire, etc. Et en fait, mes beaux-parents étaient tellement investis que, comme j'étais à l'hôpital, ils étaient déjà à l'hôpital pour aussi aider mon compagnon, parce que, quand il a fait enchaîner une semaine sans dormir, lui aussi, il était au bout de sa vie. Et que moi, j'étais en soins intensifs, il pouvait pas non plus tout faire. Les infirmières de la pouponnière aussi, qui ont vraiment géré, en tout cas quand j'étais à l'hôpital. Et hors de l'hôpital, vraiment, à chaque fois qu'il fallait prendre l'enfant, ils me proposaient: est-ce qu'on peut le prendre 1 jour ou 2 jours, vous ramenez-le à la maison, comme ça vous pouvez sortir, vous reposer, parce qu'on sait que, c'est normal, vous êtes un jeune couple. À l'époque, on n'était pas mariés, donc on s'est mariés récemment. Mais il nous dit: vous êtes un jeune couple et c'est normal, en fait, que vous soyez fatigués, que vous ayez besoin même juste de dormir. Et franchement, le fait que il soit présent, et que même moi, je laisse l'opportunité de garder mon fils, parce que franchement,
j'ai eu du mal à me dire je le laisse parce que psychologiquement c'est mon bébé et j'ai pas forcément envie de le laisser. J'ai pas envie de, enfin, tu sais, il y a ce truc de c'est à moi et vraiment te dire ok, ce n'est pas à toi, c'est un être humain qui a aussi besoin d'autres personnes pour évoluer. Il a pas forcément besoin que de papa maman, il a besoin de plein de personnes pour évoluer. Et quand j'ai compris à me dire ça, et de toute façon de me dire que ma belle, si tu veux dormir, vaut mieux que tu le laisses à quelqu'un, c'est important. Et ben ça nous a vraiment aidé à relancer un peu la sexualité et même juste la relation. Se dire on va chiller devant Netflix, regarder un film. Et quand on a regardé notre tout premier film après l'accouchement, je me disais ça fait combien de temps on s'était pas posé pour regarder un film, que personne ne pleure dans les oreilles. Donc ouais, je suis vraiment totalement d'accord avec ce que tu dis et j'espère que ça a encouragé en tout cas les femmes qui nous regardent et qui vivent par ça, enfin qui vivent ça ou qui vont peut-être passer par ça, ou même des femmes qui sont pas du tout intéressées par avoir des enfants mais qui aimeraient ça, au moins connaître les problématiques de ces femmes-là. Est-ce que tu aurais quelques autres conseils à donner brièvement Peut-être le dernier conseil que j'aimerais donner, mais le plus important pour moi, c'est que si vous rencontrez ce sujet-là dans la sexualité, qu'il y a un écart de désir, une baisse de désir, mais ça vaut pour tous les moments de la vie en fait, c'est pas forcément ce conseil-là, il vaut pas forcément uniquement pour le postpartum. C'est de se poser la question avec son ou sa partenaire de qu'est-ce que nous on va chercher dans notre sexualité, de quoi est-ce qu'on a besoin là-dedans, parce que c'est vrai qu'on a tous tendance à considérer la sexualité comme le sens qu'on va trouver dans le Larousse. Mais en fait, ça peut être constitué de plein de choses. Et pour moi, l'écart à travailler, quand on parle d'écart de désir ou de baisse de désir, il va se jouer là-dessus. C'est-à-dire que si toi, ton rapport à la sexualité, c'est que c'est un ciment, c'est un pilier du couple, c'est hyper important, c'est ça qui fait tenir ton couple, forcément, ton rapport à ce qui est une baisse ou à ce qui est carrément plus de sexualité, il va être super différent de si toi, c'est juste une manière de prendre du plaisir, d'avoir ton petit shoot d'hormones, d'amour, de sérénité et tout ça. Et du coup, tu vas pas du tout vivre la baisse de la sexualité de la même manière. Ouais. Et c'est là, en fait, c'est ce décalage-là qui peut être intéressant à travailler. Parce que du coup, si on n'est pas OK de se remettre dans des pratiques sexuelles comme la plupart des gens l'entendent, qu'est-ce qu'on peut venir travailler, qu'est-ce qu'on peut venir mettre en place qui va venir compenser sur cet aspect qu'on cherche. Ouais. Que ce soit le plaisir, que ce soit l'aspect détente, que ce soit le fait que ce soit un ciment pour le couple, que ce soit... Peu importe les raisons qui sont mentionnées, mais qu'est-ce qui est important pour vous ? Parce que souvent, en postpartum, les personnes vont essayer de retourner à la sexualité qu'elles avaient avant la grossesse. Or, en fait, on n'est plus forcément pareil. On n'est plus forcément pareil. On peut être pareil, trop bien. Du coup, on peut continuer sur la trajectoire initiale. Mais en fait, la sexualité, c'est un apprentissage. Ça se fait tout au long de la vie. On n'a pas la même sexualité à 18 qu'on a à 25, qu'on a à 40, qu'on a à 80. Et c'est OK. Mais du coup... La plupart des gens, ils veulent revenir à cet état, à cette sexualité qu'on avait avant. Faut peut-être essayer de repartir sur des nouvelles bases en se disant, je refais l'effort d'apprendre comment mon corps il fonctionne. Si les zones qui fonctionnaient bien avant, elles fonctionnent plus, du coup, c'est quoi les zones qui m'activent maintenant ? Et d'essayer de se dire, au lieu de tout axer sur la frustration de c'est plus comme avant, de se dire comment est-ce que je fonctionne maintenant. Exactement. C'est ça le travail que nous, on essaye de faire quand on est en consultation avec les patients. Oh, c'est génial. En tout cas, merci beaucoup Elsa. Merci à toi. Pour ton partage. Franchement, ça fait trop plaisir. Les filles, vraiment, n'hésitez pas à suivre Elsa. Elle va donner son mail pour que vous puissiez la contacter ou même aller dans son cabinet si jamais vous avez besoin. Nous, on va se retrouver du coup très bientôt dans un prochain épisode. Gros bisous. Pour me contacter, vous pouvez m'écrire un mail, c'est elsa.dubroca, @ginea.fr. Merci beaucoup. Merci.